faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Bigger, bolder, faster. Alors, bonjour à vous. Donc, je suis David Dupin, je suis médecin du sport au CHU de Saint-Étienne. Et on va parler ensemble de l'activité physique, la clé pour bien vieillir. Et vous allez le voir, même à petite dose, finalement, ça marche aussi. Alors, à votre avis, qu'est-ce que bien vieillir ? Quelle est votre définition du bien vieillir ? Avoir la santé. Avoir la santé. Bouger. Bouger, ok. Physiquement. Être en forme physiquement. D'autres idées ? Être indépendante. Et avoir aussi la cervelle qui marche. Ouais, avoir un bon cerveau, une bonne mémoire. Vous voyez, chacun a un peu sa définition du bien vieillir. Hein, c'est assez subjectif. Alors, en effet, l'une des clés du bien vieillir, c'est bouger. Les études, vous allez le voir, ont montré que être actif, favorise le bien vieillir. Et puis généralement, quand on est en bonne forme, c'est plus facile aussi de bouger. Donc, il y a deux entrées. Alors, on va enchaîner avec un petit quiz. À votre avis, quand a-t-on mis en évidence la première fois le rôle bénéfique de l'activité physique ? Est-ce que c'est 1894 avec Pierre de Coubertin qui a dit « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ». Est-ce que c'est Gandhi, en 1934, qui a dit « C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire » en parlant d'activité physique. Est-ce que c'est Jeremy Morris, en 1953, qui a dit « Dans les bus londoniens, les employés plus actifs font moins d'infarctus du myocarde que leurs homologues sédentaires ». Est-ce que c'est Winston Churchill, en 1955, qui a dit, en réponse à un journaliste anglais à la question « Quel est le secret de votre longévité, monsieur Churchill ? No sport, just whiskey and cigars ». Ou est-ce que c'est Jean-Claude Barthélemy, en 2001, qui a dit « La capacité physique est le prédicteur de mortalité le plus puissant ». Alors, à votre avis, entre Pierre de Coubertin, 1894, Gandhi, 1934, Maurice, 1953, Churchill, 55, Jean-Claude Barthélemy, 2001. Maurice. Alors en effet, c'est 1953 avec Jérémy Morris, qui était cardiologue, épidémiologiste écossais, et qui a en effet été le premier à démontrer les bénéfices de l'activité physique sur une grosse population. À l'époque, 1953, il a étudié 30 000 Anglais. Il avait séparé sa cohorte en deux. 15 000 étaient contrôleurs de bus londoniens, et puis l'autre moitié était conducteurs de bus londoniens. Il a démontré que, ça va être ma petite diapo d'après, il a démontré que, comme vous pouvez le voir sur le graphe ici, que les chauffeurs de bus qui étaient inactifs, puisqu'ils restaient derrière le volant la plupart de leur journée, étaient plus à risque de faire un infarctus, plus de 30%, que les contrôleurs qui bougeaient durant la journée, qui descendaient, qui remontaient plusieurs fois par jour les marches du bus, qui se déplaçaient pour faire valider les tickets. Donc c'est la première étude qui a montré les effets bénéfiques de l'activité physique au travail. Il a enchaîné par une autre grosse étude où, du même genre, il a comparé les postiers, donc les facteurs qui faisaient leur tournée à vélo, et versus les guichetiers, donc qui restaient assis durant une grosse partie de leur journée. Pareil, il a montré que le fait de rester actif, d'être inactif au travail, était plus à risque de faire un infarctus. C'est pareil, il y avait un risque augmenté de 30% pour les guichetiers versus les facteurs qui faisaient leur tournée en vélo. Il s'est même intéressé à l'exercice en dehors. Donc il a voulu savoir est-ce que être actif en dehors du travail était bénéfique pour la santé.
Et ça concernait des gens qui avaient un travail sédentaire, qui avaient un travail de bureau. Et donc, de la même façon, il a comparé les gens qui faisaient du sport, VEOS et Vigorous Exercise, donc qui faisaient une activité d'intensité vigoureuse, donc du sport, comparé à ceux qui n'en faisaient pas. Eh bien, il y avait un risque diminué de 50% de faire un infarctus lorsqu'on était sportif en dehors de son travail. Donc ça a été le premier à démontrer les effets bénéfiques de l'activité physique durant le travail et les effets bénéfiques de l'activité physique en dehors du travail. Ensuite, il y a eu, comme vous pouvez le voir, pas mal d'études. Alors pour la petite histoire, Churchill, c'est pas complètement vrai. Alors peut-être qu'il prenait du whisky et qu'il fumait, mais en tout cas, il se dit qu'il marchait beaucoup. Et a priori, tous les jours, lorsqu'il était Premier ministre anglais, eh bien, il marchait une dizaine de kilomètres dans Londres. Donc a priori, il n'y a pas que le whisky et le cigare qui sont la clé de sa longévité. Donc vous le voyez, 1953, la première étude avec Maurice, et puis après, il y a eu pas mal d'études. Là, je me suis amusé à regarder les liens entre activité physique et santé. Donc vous voyez, c'est en rose là. Donc ça, c'est toutes les études qui sont intéressées à cette relation activité physique et santé. Alors ça diminue un peu depuis le Covid, parce qu'il y a pas mal d'études qui ont été bloquées, qui se sont arrêtées avec le Covid. Pareil, le lien entre activité physique et mortalité en bleu derrière. Donc vous voyez, il y a pas mal d'études. Activité physique et cancer. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent les bénéfices de l'activité physique pour prévenir les risques de cancer, le risque d'infarctus, le risque de développer une maladie d'Alzheimer précoce. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire que ça va concerner des gens qui n'ont aucune maladie. Et puis, il y a aussi beaucoup d'études qui vont concerner la prévention secondaire, c'est-à-dire des gens qui sont atteints de maladies. Et donc, on sait aujourd'hui que des gens qui sont suivis pour une pathologie cardiaque, eh bien, c'est aussi intéressant de rester actif. Les gens qui ont une maladie d'Alzheimer, c'est aussi intéressant de rester actif pour limiter l'évolution un peu néfaste de la maladie. En tout cas, aujourd'hui, les études sont plutôt unanimes et vont toutes dans le même sens. Alors, la capacité physique, en effet, c'est le prédicteur de mortalité le plus puissant. On s'est amusé à regarder dans la littérature qu'est-ce qui pouvait expliquer qu'on puisse décéder prématurément, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on puisse faire une maladie avant un autre. Eh bien, c'est cette capacité physique. Donc, beaucoup d'études l'ont montré. En France, on l'a démontré notamment avec Jean-Claude Barthélemy, qui a été à l'origine d'une cohorte, la cohorte Proof, que vous connaissez probablement, parce qu'on en parle depuis pas mal de temps. En 2001, on a inclus 1000 sujets stéphanois de 60 ans, et régulièrement, on leur fait passer des tests, on les suit. Et donc aujourd'hui, vous voyez, c'est des gens qui avaient 60 ans en 2001, qui ont 85 ans aujourd'hui. Ils étaient 1000 en 2001, aujourd'hui ils sont un peu moins de 500. Donc la moitié de ces 500 sont décédés, ce qui n'est pas surprenant vu l'âge. Et puis l'autre moitié sont en institution, sont rentrés en EHPAD. Donc il nous reste un peu moins de 500 sujets que l'on suit encore. Ceux qui sont encore vivants, eh bien, on a montré que c'était ceux qui avaient une meilleure capacité physique initialement, et c'est ceux qui sont restés actifs le plus longtemps. Donc en effet, cette capacité physique, c'est bien ce qui va expliquer qu'on va vivre plus longtemps. Alors, si on rentre dans les détails de cette capacité physique, alors on va pas trop rentrer dans les détails parce que le but c'est quand même d'être assez clair et que tout le monde comprenne. En gros, cette capacité physique, on peut la mesurer. Nous, on la mesure au laboratoire, à l'hôpital, via ce que vous connaissez par l'épreuve d'effort. Vous savez, on fait faire un effort à notre patient, soit sur vélo, soit sur tapis, soit sur rameur. Le but étant qu'il aille au maximum de son effort. Et puis là, on regarde en fait le moteur, la performance du patient. Alors, on va le voir, cette capacité physique, elle dépend de deux composantes principalement. Ça va être ma diapo d'après. Eh bien, il faut savoir que cette capacité physique, physiologiquement, elle est au maximum à l'âge de 30 ans. Donc si vous voulez battre des records, bon, ceux qui ont plus de 30 ans, ça va être compliqué. Et physiologiquement, elle décroît à partir de 30 ans. Donc on a tendance à dire qu'elle décroît de 10% tous les 10 ans
à partir de 30 ans. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué de battre un record passé 30 ans. C'est physiologique, voilà, ça touche tout le monde. Mais l'objectif, c'est, vous voyez, là je vous ai représenté, là, en gros, quand on parle de capacité physique, on parle de VO2 max. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est la consommation maximale en oxygène, c'est ce qu'on mesure sur une épreuve d'effort. Si on vous met un masque, on va mesurer la capacité de vos muscles à utiliser cet oxygène, et plus vous êtes actif, plus vous allez loin dans l'effort, et bien plus vous avez une capacité cardio-respiratoire et musculaire à utiliser cet oxygène. Eh bien, plus cette capacité physique est importante et plus vous êtes loin du seuil d'autonomie. On a fixé un seuil d'autonomie en dessous duquel eh bien, on n'est plus autonome. Donc seuil d'autonomie, vous voyez, il est à 15 là. En dessous duquel, eh bien, c'est difficile de réaliser ses activités de la vie antérieure sans l'aide d'une tierce personne. Et donc très souvent, quand on est en dessous de ce seuil d'autonomie, eh bien, c'est difficile de rester à la maison. Et très souvent, ça peut justifier d'une entrée en institution, d'une entrée en EHPAD. Donc le but du jeu, c'est, pour bien vieillir en tout cas, eh bien, c'est de rester éloigné de ce seuil d'autonomie le plus longtemps possible. Alors, cette capacité physique, elle dépend, je vous l'ai dit, de deux composantes, principalement. Bon, ça pourrait paraître surprenant pour les puristes, mais vraiment, schématiquement, ça dépend de deux composantes. Donc cette VO2 max, elle dépend de votre cœur et elle dépend de vos muscles. Donc en gros, la diminution de votre capacité physique, eh bien, elle va être liée à la diminution de votre capacité cardio-respiratoire, donc l'endurance, et la diminution de votre capacité musculaire, donc liée à vos muscles. Alors, dès 30 ans, je vous l'ai dit, cette capacité physique, elle diminue. Ce qui va expliquer cette diminution de capacité physique dès 30 ans, c'est principalement la diminution de votre fonction cardio-respiratoire, le cœur. C'est physiologique, à partir de 30 ans, eh bien, on a un cœur qui est moins performant, qui est un peu plus fatigué. Votre fréquence cardiaque, elle monte un peu moins. Donc ça touche tout le monde. D'où l'importance, à partir de 30 ans, de rester endurant, de garder une activité endurante, de faire monter la fréquence cardiaque assez régulièrement, puisque c'est ce qui va être le facteur limitant à partir de 30 ans. À partir de 50 ans, c'est les muscles qui vont principalement, vous voyez, là je vous ai représenté la diminution physiologique de la fonction musculaire. Donc dès 30 ans, c'est principalement, vous voyez, la fonction cardiaque qui va expliquer la diminution de la performance. À partir de 40-50 ans, c'est principalement les muscles. Donc c'est pour ça qu'à partir de 50 ans, c'est important eh bien, de faire un peu de gym, de faire un peu de renforcement musculaire. À partir de 30 ans, de la marche rapide, c'est très bien. À partir de 50 ans, on peut faire de la marche nordique, histoire de faire fonctionner un petit peu plus ces muscles. Donc, capacité physique qui diminue à partir de 30 ans, c'est physiologique, 10% tous les 10 ans, à peu près. Ce qui va expliquer sa diminution initialement de 30 à 50 ans, c'est la fonction cardiaque. C'est ce que je vous ai représenté là, parce qu'en fait, la VO2 max, elle dépend du cœur, donc de la fonction cardiaque, qu'on appelle fonction centrale, et elle dépend des muscles de la périphérie. Et donc, à partir de 50 ans, eh bien, ce qui va expliquer cette diminution physiologique de performance, ça va être principalement les muscles. Ça va, c'est clair ? Alors, est-il nécessaire de devenir sportif ? Est-ce que c'est nécessaire de faire comme cet Indien, un marathon par an à partir de 90 ans ? Alors, il s'y est mis assez tard, après le décès de sa femme, chaque année pour des associations caritatives, je crois. Et donc, vous voyez, donc, en fait, il a battu, il a le record du monde de marathon à partir de 90 ans, et il a fait des marathons jusqu'à 101 ans. Je ne sais plus si aujourd'hui il est décédé, il est encore vivant, je crois qu'il est décédé. Et donc cet athlète indien, vous voyez, 5h40 à 92 ans, ce qui est quand même hyper bien. Si on arrive à faire ça à son âge, c'est quand même pas mal. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de devenir sportif ? Est-ce qu'il est nécessaire de battre des records du monde ? C'est surtout visuel. Donc, il détient le record du monde de saut à la perche, 90 ans. Donc, il s'étire. Record du monde, du coup, 212 mètres 18.
C'était juste. Hein. Donc voilà, record du monde. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'être sportif? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont sportifs, compétiteurs? Non? Pourquoi? Parce que vous avez passé l'âge? Parce que vous ne l'avez jamais été? On a commencé trop tard. Vous avez commencé trop tard? Ah, oui. D'accord. Bon, on verra tout à l'heure qu'il n'y a pas d'âge en fait pour... Un sportif ou un compétiteur peut-être? Eh ben, j'ai 74 ans et je fais régulièrement de l'aviron. Et même en compétition? Et en compétition, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de vraie compétition, mais oui. D'accord. Et il y en a d'autres? Trailer. D'accord. Ouais. Vous avez quel âge? 68 demain. 68 demain, et donc tous les ans vous faites un marathon? Non, il y a un moment j'en ai pas fait, mais je refais Paris l'année prochaine. D'accord. Et votre dernier marathon, c'était quand? C'était en 2004, ouais, c'était Lyon. Donc vous aviez quoi, la soixantaine? Et vous avez fait combien en temps? 3 heures? Ah ouais, la vache. D'accord. Et Régis, vous faites combien là au marathon? Régis, vous faites combien vous au marathon? Ah. D'accord. Ah oui, donc il n'y a que des gens bien là. Bon, c'est toujours un peu... on a toujours des gens qui sont bien sensibilisés à l'activité physique. Donc finalement, tout le monde est plutôt actif, sportif ici. Hein. J'ai l'impression. Ouais. Bon, alors, est-ce qu'il faut... on a besoin d'être sportif, de faire des compétitions? Non, pour la santé, juste redevenir actif, c'est déjà très bien. Là, je vous ai représenté des résultats du laboratoire, justement des sujets que l'on suit dans la cohort proof. Je vous ai représenté ici en ordonnée le risque de mortalité. Donc, vous voyez, risque de mortalité qui diminue. Plus vous êtes actif, et plus ça diminue. Là, en abscisse, je vous ai représenté l'équivalent de marche rapide. Donc, en fait, là, c'est la durée de marche rapide. Donc, en fait, ici... vous êtes à un équivalent de 15 minutes de marche rapide, là où c'est marqué 3, c'est un indicateur d'intensité. Et puis les recommandations actuelles d'activité physique que vous connaissez, ouais, 30 minutes par jour, on est ici, 7,5. Donc là, on est à 30 minutes par jour de marche rapide. Donc là, on est à 15 minutes par jour de marche rapide. Donc vous voyez, en effet, c'est bien de suivre les recommandations, c'est bien d'être actif, puisque 30 minutes de marche rapide, tac, 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 vous avez une réduction de plus de 40% du risque de mortalité par rapport à des gens qui sont inactifs, qui ne font rien. Donc, pratiquer 30 minutes de marche rapide ou d'équivalent réduit le risque de mortalité de 40%. Ce qui est intéressant, et ce que je veux surtout vous montrer, c'est qu'en fait, tout commence au départ. Tout commence ici, en fait. Vous voyez, les recommandations sont à 30 minutes, mais finalement... Si vous vous dites, bon, 30 minutes, c'est beaucoup, j'ai pas le temps de faire 30 minutes, mais même 15 minutes, vous êtes ici, 15 minutes, il y a une réduction de 30% du risque de mortalité. Quand on fait un exercice, quand on fait de l'activité même non sportive, tout se passe dès le départ. C'est efficace sur le cœur dès le départ, c'est efficace pour le muscle dès le départ. C'est vraiment les premiers mètres, les premières minutes qui vont être efficaces. Et c'est pour ça que les recommandations internationales de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, ont changé. Il y a 10-15 ans, on préconisait 30 minutes, mais 30 minutes simultanées d'un coup. À l'époque, on considérait qu'il fallait faire au moins 30 minutes par jour pour que ce soit efficace. Aujourd'hui, grâce à ces études, on a démontré que 10 minutes, c'est déjà efficace, 5 minutes, c'est déjà efficace. On est resté sur des recommandations de 30 minutes, mais elles ont été modifiées, puisqu'on préconise aujourd'hui 30 minutes par jour, et ça peut être échelonné plusieurs fois par jour, le tout étant de faire ces 30 minutes au total. Donc vous voyez, l'important c'est de redevenir actif, et même à petite dose, il semblerait que ce soit efficace. Alors les recommandations, elles concernent les 30 minutes d'activité physique par jour, 5 jours par semaine, concernent au moins la marche rapide. Les études ont montré qu'il fallait au moins pratiquer une marche d'intensité modérée, donc l'intensité modérée, c'est l'équivalent marche rapide. On a peu de données sur la marche à votre rythme. Aujourd'hui, c'est pour ça que les recommandations ne prennent pas en compte marcher à son rythme, parce qu'on n'a pas
trop de données. Alors, nous, c'est des données récentes qui vont dans le sens également des quelques données de la littérature. Là, c'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que ça concerne la marche à son rythme. Et bien, vous voyez, on a un même profil, on a une même cinétique de diminution du risque de mortalité lorsqu'on marche chez des sujets âgés. Et donc avec des chiffres qui, je dirais, défient toute concurrence. Là. Réduction de, vous voyez, vous êtes à 3 heures par jour, on va faire moins, 2 heures par jour de marche à votre rythme. Donc vous marchez pour aller au village, vous marchez pour faire ce que vous avez à faire, sans que ce soit la marche rapide, sans que ce soit pour marcher rapidement, en tout cas pour faire ce que vous avez à faire. Donc vous voyez, 2 heures de marche par jour, et donc il y a une réduction de près de 40% du risque de mortalité. Alors il y a un petit biais, vous allez me dire, par rapport à ça, parce qu'on a l'impression que la marche à son rythme, c'est plus intéressant, mais c'est parce que nos sujets étaient principalement marcheurs. À 85 ans, bon, on a plus dans notre cohorte, on a plus de sujets qui marchent régulièrement que des sujets qui marchent rapidement, régulièrement. Donc c'est le seul petit biais, c'est que plus vous avez de sujets qui vont être intéressants et qui vont concerner le paramètre que vous étudiez, et plus les résultats peuvent être intéressants. Donc la marche seule, sans objectif d'aller vite, eh bien, fonctionne sur le risque de mortalité. Alors toutes ces études, je vous ai présenté celles qui sont issues du laboratoire et de l'équipe, mais toutes les autres études de la littérature ont permis de mettre en place ces recommandations. Donc vous voyez, après les études de Morris en 1953, eh bien, on a émis comme recommandation d'augmenter l'activité physique au travail et durant les loisirs. Donc ça émane vraiment des travaux de Morris. Ensuite, on a mis à jour ces recommandations en fonction des études de l'époque. Dans les années 70, les recommandations, c'était faire 20 minutes d'activité physique par jour, au moins 3 jours par semaine, à 70% de sa fréquence cardiaque maximale. La fréquence cardiaque maximale, vous savez comment la mesurer ? Oui, en gros, c'est ça, 220 mois l'âge. Grossièrement, c'est ça, c'est assez simple à retenir. Donc, vous voyez, 70% de 220 mois l'âge, c'est quand même pas mal. Donc là, 20 minutes... Ok, c'était pas 30 minutes, mais c'était quand même à une intensité un peu plus élevée que la seule marche rapide. Ensuite, on s'est dit, bon, c'est peut-être un peu trop contraignant. Donc, vous voyez, dans les années 80, on s'est dit 15 minutes, au moins 3 jours par semaine, 50% de la fréquence cardiaque maximale. Donc là, on était véritablement dans une intensité qui correspond à la marche rapide. Et puis, vous voyez, les recommandations ont évolué en fonction des résultats des études. Et aujourd'hui, depuis 2020, donc les dernières recommandations sont sorties durant la période Covid, eh bien, on préconise au moins 30 minutes, on va même jusqu'à dire 30 à 60 minutes, parce que on considère que 30 minutes, c'est pas suffisant. 30 à 60 minutes par jour, 5 jours par semaine, intensité modérée, c'est-à-dire l'équivalent de la marche rapide. Donc ce sont des recommandations actuelles qui émanent des études de la littérature. Alors, l'inactivité physique, le fait de ne pas atteindre ces recommandations, vous savez à peu près... donc qui atteint ces recommandations, qui fait au moins 30 minutes d'activité physique par jour, de la marche rapide? Dans la semaine, il y a des jours où j'en fais moins, il y a des jours où j'en fais moins et des jours où j'en fais plus, quoi, voilà. Ok. Et donc, cumuler, ouais, les recommandations, c'est ça, c'est 30 minutes par jour et 150 minutes à 300 minutes par semaine. Donc ça, vous les atteignez, vous. Ce qui est important, c'est la régularité. Mais après, on sait, par exemple, que faire de l'activité physique un petit peu, tous les jours, c'est mieux pour la santé qu'en faire beaucoup le week-end. Mais à choisir... entre rien du tout et que le week-end, c'est déjà pas mal. Donc l'inactivité physique, le fait de ne pas être actif, le fait de ne pas atteindre ces recommandations, eh bien, c'est considéré par les anglo-saxons depuis vous voyez, le papier la date de 2009, donc ça fait une quinzaine d'années, comme le plus gros problème de santé publique du XXIe siècle. Ça a mis du temps en France à ce qu'on le comprenne. Ou la sédentarité. Vous faites la distinction entre les deux, là, être inactif et être sédentaire.
En fait, c'est pas la même chose. Être inactif, c'est ne pas atteindre les recommandations actuelles d'activité physique. Et être sédentaire, c'est passer beaucoup de temps assis. Donc, vous voyez, ces deux comportements ces deux comportements qui sont indépendants, qui sont considérés à juste titre comme facteurs de risque cardiovasculaire tous les deux. On peut être actif, on peut faire 3 heures de vélo tous les jours, et on peut être aussi sédentaire, c'est-à-dire passer 7 heures de son temps assis, parce que c'est son travail, on est assis. Donc aujourd'hui, les recommandations, elles visent à augmenter le niveau d'activité physique des Français et à diminuer les temps de sédentarité. On peut pas aujourd'hui se satisfaire d'augmenter, ou en tout cas de promouvoir l'activité physique sans avoir un message de santé publique pour diminuer la sédentarité. On sait aujourd'hui avec les études que ne pas suffisamment bouger, rester assis, donc être inactif et être sédentaire, ça tuerait plus que le tabac, qui a été un facteur de risque important il y a une dizaine d'années, et probablement l'obésité. Là, ici, je vous ai reproduit un graphe assez intéressant où vous avez ici les années de vie perdues. Années de vie perdues en fonction du niveau d'activité physique, ici, et en fonction du poids, de l'index de masse corporelle. Donc là, on a un groupe de gens qui ont un index de masse corporelle normal. Là, c'est des gens qui sont considérés comme en surpoids, obèses et obèses. Eh bien, si on regarde, vous voyez, notre groupe de référence, c'est les gens qui ont un poids normal et qui sont actifs. Donc là, c'est des gens qui font au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Et donc, ils ont 0 année de vie perdue. Si on compare ce groupe de référence à un groupe de sujets qui a un poids normal, qui n'est pas obèse, mais qui ne fait pas de sport, qui ne fait pas d'activité physique en tout cas, vous voyez, complètement inactif, eh bien, c'est des gens qui vont vivre 4,7 années de moins que les gens qui sont actifs. Donc ça montre l'importance d'être actif. Ce que montre aussi ce graphe, c'est assez intéressant, si on s'intéresse, vous voyez ici, aux sujets qui sont en surpoids, eh bien, le fait d'être en surpoids, alors ici, on va prendre on va aller carrément à l'extrême, le fait d'être obèse, mais d'être actif, donc là c'est un groupe, c'est des gens qui sont obèses et qui suivent les recommandations d'activité physique, qui font au moins 30 minutes d'activité physique par jour, vous voyez, ils vont vivre 1,6 années de moins que les gens qui ne sont pas obèses et qui sont aussi actifs qu'eux. Mais vous voyez que c'est d'autant plus, vaut mieux être obèse et actif, en termes de santé, que être non obèse et inactif. Vous comprenez ? Donc c'est à partir de ça qu'on peut comprendre qu'en effet l'inactivité physique est probablement un facteur de risque encore plus important que l'obésité. Alors il est nécessaire de devenir moins sédentaire, ça c'est clair. Les études, alors elles sont un peu moins importantes parce que la sédentarité c'est quand même une terminologie assez nouvelle. Les anglo-saxons en parlent, vous voyez, depuis les années 2000. Bon, nous en France... depuis c'est plus tardif, mais il y a quand même de plus en plus d'études qui s'intéressent à la sédentarité et au lien entre sédentarité et santé, au lien entre sédentarité et mortalité, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure entre l'activité physique et ses différents paramètres. Alors, des données également qui émanent de notre cohort proof. Là, ici, vous avez également le risque de mortalité en fonction des temps de sédentarité, les temps passer assis, en fait, c'est la position assise. Ici, c'est les gens qui passent plus de 11 heures assis. Ici, les gens qui passent 7 heures assis. Mais vous voyez, quand on diminue son temps de sédentarité, on s'est amusé à regarder, en modélisant un petit peu pas mal de données, on s'est amusé à regarder ceux qui, dans le temps, durant le suivi, là, durant les 24 années de suivi, ceux qui avaient diminué leur temps de sédentarité, eh bien, passer de 11 heures à 7 heures de temps passé assis réduit de 50% le risque de mortalité. Donc vous voyez, c'est un facteur de risque hyper important. Redevenir actif va vous permettre d'être en meilleure santé et être moins sédentaire, passer moins de temps assis, de la même façon, vous donnera une bien meilleure santé.
Alors, quel seuil de sédentarité? On a parlé des 30 minutes d'activité physique tout à l'heure. C'est plus compliqué de déterminer véritablement un seuil de sédentarité, puisqu'il y a moins d'études. On parle de moins de 8 heures, d'essayer de réduire, moins de 8 heures par jour, moins de 7 heures par jour. Aujourd'hui, on préconise au maximum les gens qui ont un travail de bureau, qui sont assis 7 heures, 8 heures de leur temps derrière l'ordinateur, eh bien d'essayer de bouger toutes les heures, même quelques minutes, même aller juste monter les escaliers, les descendre, ça dure 30 secondes, mais c'est déjà ça. Préconiser les réunions debout, bon, il y a pas mal de choses qu'on peut faire aussi en lien avec les entreprises, et c'est aussi un vrai challenge au niveau santé publique. Alors, vous pourriez me dire, ok, donc il y a deux facteurs de risque. Il y a le fait d'être inactif, ne pas atteindre les recommandations actuelles d'activité physique, et il y a le fait d'être sédentaire, rester trop longtemps assis. On pourrait se dire, quel est le niveau d'activité physique qui pourrait supprimer les effets délétères de la sédentarité? Parce que finalement, on est tous sédentaires. On est tous sédentaires, on passe tous du temps assis, que ce soit pour notre travail, que ce soit pour d'autres affaires. Et donc ça, c'est une étude norvégienne, une superbe étude norvégienne qui a été publiée il y a quelques années dans un super journal. 1 million de sujets. Alors ça, on n'est pas prêt de voir ce genre d'études en France, parce que pour avoir 1 million de sujets, il faut avoir accès à des données qu'on n'a pas, accès aux données de santé, etc. Bon, c'est plus compliqué en France. Bon, en tout cas, les Norvégiens ont un accès à la santé ou aux données de santé plus simple, un accès beaucoup plus simple que nous, et ils ont pu étudier 1 million de sujets adultes de plus de 18 ans. Et donc, l'idée, c'était de répondre à la question de quelle dose d'activité physique pouvait permettre d'atténuer les effets de la sédentarité. Donc, en fait, il y a 1, 2, 3, 4 groupes. 4 groupes, vous voyez, en fonction du niveau d'activité physique. Là, c'est les gens qui font 15 minutes. Ouais, moins de 15 minutes d'activité physique par jour. Donc, ils sont considérés comme inactifs, ils ne font pas les 30 minutes d'équivalent marche rapide par jour. Là, on a 1 heure par jour. Donc là, on a 2 heures par jour, et là, 2 heures et demie par jour d'activité physique. Et donc, le groupe de référence, vous voyez, c'est les gens qui font 2 heures et demie d'activité physique par jour et qui passent moins de 4 heures de temps assis. Là, vous avez les temps de sédentarité. Donc, moins de 4 heures. Ah non, en fait, vous voyez pas ma flèche, en fait. Je fais des trucs depuis le début, mais personne ne voit. Donc, en gros, vous avez les 4 groupes. Donc là, ici, c'est 2 heures et demie d'activité physique par jour. 2 heures d'activité physique par jour, 1 heure d'activité physique par jour, moins de 15 minutes d'activité physique par jour. Donc là, on a 4 groupes en fonction du niveau d'activité physique réalisé. Et là, vous avez les temps de sédentarité. Donc moins de 4 heures passées par jour assis, 4 à 6 heures passées assis, 6 à 8 heures, plus de 8 heures. Donc on peut voir que, et là vous avez pareil, le même genre de courbe que je vous ai présenté tout à l'heure, le risque de mortalité. Et donc vous voyez, on voit que le risque de mortalité, il augmente avec la diminution du niveau d'activité physique, et il augmente avec l'augmentation des temps de sédentarité. Donc en fait, si on s'intéresse à la sédentarité, on va se dire que de façon générale, on est sédentaire, on est assis entre 6 et 8 heures par jour. C'est ça? Moins vous? Bon, vous diriez quoi? 4 à 6 heures? Ouais, ça concerne un peu tout le monde? Non, le monsieur dit non. Bon, on va dire, si on dit 4-6 heures, allez. On dit que vous êtes moins sédentaire que la majorité des gens. Donc, 4 à 6 heures. Quel niveau d'activité physique il faudrait faire pour diminuer les effets négatifs de ces 4 à 6 heures de sédentarité et avoir un score à 0 du risque de mortalité? Bien, vous voyez, pour annuler complètement les effets négatifs des 4 à 6 heures de sédentarité sur la santé, il faudrait faire 2 heures et demie d'activité physique par jour. Donc c'est multiplié par 5 les recommandations actuelles. 2 heures et demie, c'est ce qui est recommandé de pratiquer par semaine. Donc 150 minutes par semaine. Donc vraiment, pour annuler ces 4 à 6 heures de temps passé assis, 30 minutes, ça ne suffit pas, parce que regardez, là on est à 1 heure, donc on est à 2 fois les recommandations. On a 1 heure d'activité physique par jour,
Si on regarde 4 à 6 heures, vous passez 4 à 6 heures de votre temps assis, eh bien, si à côté de ça, vous faites 1 heure d'activité physique, eh bien, vous avez quand même un risque de mortalité augmenté de 10% par rapport à ceux qui sont beaucoup plus actifs que vous. Donc quand même, hein, vraiment pour diminuer un temps de sédentarité qui est quand même assez faible, 4 à 6 heures, il faut être super actif. Ça va, c'est clair? Donc, de façon générale, où est-ce qu'on se situe? Bon, de façon générale, bon, vous vous situez là parce que vous êtes super actif, mais la population générale, malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui sont inactifs. Donc, se situe ici, moins de 15 minutes d'activité physique par jour, avec des gros temps de sédentarité. Il suffit qu'on ait un travail sédentaire derrière un bureau. Et donc, vous voyez, hein, on a un risque de mortalité qui est vite augmenté de 20 à 30% parce qu'on est trop sédentaire et pas assez actif. En tout cas, on ne fait pas une activité physique suffisante pour annuler les effets négatifs de la sédentarité. Alors, si on va un peu plus loin, donc ça, je vous ai présenté des études en fait, d'observation. En fait, on suit une population et on regarde ce qui se passe dans cette population. C'est ce qu'on appelle des études observationnelles, des études épidémiologiques. C'est ce qui permet d'émettre des recommandations. On s'est aussi amusé à faire des études, ce qu'on appelle interventionnelles. C'est-à-dire que, eh bien, on va faire changer les comportements des sujets que l'on va étudier. Et donc là, on s'est intéressé, il y a une dizaine d'années, enfin, ça fait depuis une dizaine d'années qu'on s'intéresse aux sujets résidents en EHPAD. Donc on s'est dit, les sujets résidents en EHPAD, c'est un bon modèle d'étude, puisque c'est des sujets qui sont inactifs, qui sont très sédentaires. Ils ont 80-85 ans de moyenne d'âge. En tout cas, ça va de 80, vous allez voir, on a même une dame centenaire de 101 ou 102 ans. On s'est intéressé, on a voulu étudier la marche rapide chez cette population. Donc en gros, dans une population inactive et sédentaire, si on leur propose de faire régulièrement de la marche rapide, on leur propose de rebouger, quels sont les effets sur la santé? Quels sont les effets sur le cœur? À l'époque et même encore aujourd'hui, hein, on entend beaucoup il est trop tard pour faire bouger, 85 ans, bon, c'est un peu malheureusement ce qu'on peut entendre dans les EHPAD, 85 ans, laissez-les tranquilles, laissez-les assis à regarder dehors. Bon, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc là, l'idée, c'était de démontrer véritablement qu'il n'y avait pas d'âge pour faire de l'activité, en tout cas pour redébuter ou débuter une activité physique, et que même à un âge avancé, on pouvait être efficace. Alors, en plus, on n'a pas fait les choses si simplement que ça, puisque on a aussi une appétence pour les études qui concernent les sportifs. Et très souvent, on se sert de nos résultats qui émanent de nos études chez les sportifs ou sportifs de haut niveau pour les transposer chez nos patients. Et donc là, on s'est dit, le fractionné, vous savez, l'entraînement à intervalle training, donc les sprints, hein, vous savez, on augmente sa fréquence cardiaque, on diminue, on augmente. C'est ce que les sportifs font, ou c'est ce que vous devez faire quand vous faites du trail là, pour améliorer la VO2 max. On a longtemps fait de l'entraînement continu chez nos patients, mais l'entraînement continu à une même fréquence cardiaque, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va faire augmenter en tout cas votre VO2 max, votre performance. Vraiment pour améliorer votre performance, il faut jouer avec le fractionné. Donc là, vous augmentez votre intensité. En gros, vous sprintez, vous ralentissez, vous sprintez, vous ralentissez, vous sprintez, vous ralentissez. Et donc, c'est ce qu'on a tenté avec nos sujets âgés. Donc là, chez une dame de 85 ans, en EHPAD à Saint-Étienne, et donc on leur a fait faire de la marche rapide. Donc comme vous pouvez le voir, alors je suis désolé, mais j'aurais pu agrandir les diapos parce qu'on voit que les couleurs. Bon, donc séance de 30 minutes, là c'est 30 minutes, séance de 30 minutes de marche rapide. Donc marche rapide, on décélère, marche rapide, on décélère. Donc en fait c'est du fractionné, on leur fait faire de l'intervalle training. Et donc vous voyez, à chaque fois que cette résidente augmentait sa fréquence cardiaque, elle était complètement dans le rouge. Si on fait 220 moins l'âge, bon, on y est là. Hein. On est à 130, 140 de fréquence cardiaque, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle accélérait, eh bien, elle était au maximum de sa fréquence cardiaque, donc un effet assez gênant, assez délétère, complètement essoufflé, incapable de parler. Donc c'est plutôt
Bon, c'est plutôt assez gênant. Ça, c'était le premier mois d'entraînement. À 3 mois d'entraînement, sur une même charge, une même intensité, un même type d'entraînement, pareil, ça durait 30 minutes. Marche rapide, on ralentit, marche rapide, on ralentit, marche rapide. Donc vous voyez déjà, la fréquence cardiaque de cette résidente était plutôt dans l'orange. Donc là, elle tapait plus à 130, 140 de battements cardiaques, elle était plutôt autour des 120. Et là, à 6 mois d'entraînement, on est plutôt dans le vert. Et donc vous voyez, là, pour un même entraînement, sa fréquence cardiaque montait, mais elle n'était jamais dans le rouge. C'est-à-dire qu'elle montait, elle était capable de parler, c'était plutôt agréable. Donc tout ça pour vous montrer que même à un certain âge, il y a une adaptation cardiaque. Le cœur, il n'est pas amorphe. On peut le refaire travailler même à 80, 85 ans, et les muscles également. Donc en fait, on s'est intéressé à la marche rapide. Donc en fait, on avait séparé notre cohorte entre 1 séance par semaine, 3 séances par semaine, et puis ceux qui n'en faisaient pas. Quand on fait une étude, on a toujours un groupe qui va tester en tout cas le paramètre de prédilection, et puis comparer à un groupe qui ne le teste pas pour montrer le bénéfice de ce paramètre. Donc là, le paramètre, nous, c'était la marche rapide. Eh bien, si on compare les effets sur le cœur de cette marche rapide, 1 fois par semaine, on n'a pas d'effet. Bon, on a en tout cas sur le cœur. Il n'y a pas d'adaptation cardiaque, il y a d'autres effets. Bon, je ne parlerai pas là, mais il y a d'autres effets, probablement sur la mémoire, etc. 3 fois par semaine, c'est là où on a les effets. Donc vous voyez, dès le premier mois, on avait des effets, à 3 mois, pardon, on avait déjà des effets assez intéressants, et puis effets qui augmentaient un peu assez progressivement après jusqu'à 9 mois. Au niveau musculaire, c'est pareil. Quand on teste la force musculaire, que ce soit au niveau du bras, que ce soit au niveau de la cuisse, des sujets âgés, on avait une amélioration un peu moins importante que sur le cœur, mais quand même une amélioration assez intéressante pour les gens qui faisaient 3 fois par semaine. Alors ça, c'était juste pour vous montrer un peu qu'on avait aussi une dame de 102 ans qu'on a entraînée. Donc vous voyez quand même des gens 91, 97, bon, 97. Donc finalement, on peut réentraîner des gens à tout âge. Alors, quel exercice à préconiser chez le sujet âgé en termes d'intensité, en termes de durée, en termes de fréquence? Quel va être le paramètre le plus pertinent? Là, on s'est intéressé à modéliser un petit peu nos données de marche rapide de façon à déterminer quelle était la durée optimale. Là, gardez en tête que c'est l'effet sur la santé. Donc, vous voyez, l'effet sur la santé, la durée optimale pour avoir un effet super intéressant sur la santé est de 15 minutes. Donc, quand on a 80 ans de moyenne d'âge, vous voyez, l'effet maximal, il est autour des 15 minutes. Après, on a un effet qui s'estompe. Et donc, on s'est amusé à modéliser ces résultats en fonction de l'âge. Donc, vous voyez, à 60 ans, la durée optimale de marche rapide par jour, ou à chaque fois en tout cas, c'est 25 minutes à peu près. 70 ans, c'est 20 minutes. 80 ans, c'est 15 minutes. 90 ans, c'est 10 minutes. Donc, vous voyez, il ne suffit pas d'aller faire 30, 45, 1 heure. Pour cette population-là, à cet âge-là, c'est déjà super intéressant de faire 15 minutes. Donc ça, c'est la durée optimale. On a juste testé la marche rapide parce que en intensité, par contre, on est vite limité. Faire courir un sujet de 85-90 ans, ça paraît très compliqué. Donc au niveau cardio-respiratoire, au niveau musculaire, l'intensité optimale, en tout cas maximale, c'est l'intensité modérée, donc la marche rapide. On a testé donc la fréquence, comme je vous l'ai montré, entre 1 fois, 3 fois, et on s'est amusé à regarder dans la littérature, finalement, quand on entraînait les gens 1 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, qu'est-ce qui était le mieux? Eh bien, c'est le mieux quand on entraîne les gens 5 fois. Donc en gros, la fréquence, c'est véritablement le facteur déterminant. Plus on va répéter cette marche rapide sur une courte durée, et plus ça va être intéressant. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, l'intensité, on est vite bloqué. Difficile d'aller au-delà de l'intensité modérée, difficile d'aller au-delà de la marche rapide. La durée, 15 minutes, c'est parfois suffisant et optimal chez des sujets très âgés, et c'est la fréquence qui va faire la différence. Alors c'est assez problématique parce que les EHPAD, les mieux lotis, très souvent ont la possibilité de faire intervenir un coach 1 fois par semaine. 3, 4, 5 fois par semaine, souvent c'est compliqué parce que c'est onéreux. Donc c'est le message qu'on a voulu faire passer, c'est un peu le résultat un peu principal de cette étude, c'est de se dire que finalement faire venir un coach sportif qui va entraîner les gens pendant 1 heure,
c'est moins intéressant que faire venir un coach sportif qui va entraîner les gens pendant 15-20 minutes, mais qu'ils reviennent plusieurs fois par semaine. Donc les paramètres les plus intéressants, c'est la fréquence, l'intensité, la durée. Donc quand on prescrit une activité physique, quand on va préconiser une activité physique, eh bien, on va la prescrire comme on prescrit un médicament. On va parler d'intensité. Donc là, je vous l'ai dit, la marche rapide, c'est ce qui va être le plus intéressant chez des sujets très âgés. La fréquence, donc plus c'est fréquent, plus c'est répété, plus ça va être intéressant. Et la durée, ça suffit pas. Enfin, rien ne sert d'aller très, très loin. Les premiers mètres, les premières minutes sont déjà super intéressantes. En pratique, on a parlé de fréquence cardiaque, 50% de la fréquence cardiaque maximale, grossièrement, qui correspond à l'intensité modérée. Encore plus simplement, l'intensité modérée, c'est vous êtes capable de parler mais pas de chanter. Vous savez, c'est le test. Donc, pour savoir si vous êtes dans le bon tempo, dans la bonne intensité, vous faites de la marche rapide avec votre compagne ou votre compagnon. Si vous êtes capable de parler, c'est que vous êtes dans le bon tempo. Si vous n'êtes pas capable de parler, c'est que vous êtes un peu trop élevé. Il faut peut-être un peu diminuer l'intensité. Voilà un exemple de prescription qu'on pourrait préconiser quand on a plus de 75 ans. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est d'avoir une activité physique un peu mixte, parce que à partir de 50 ans, vous avez votre fonction musculaire qui régresse. L'idéal, c'est de faire un petit peu, 15, 30 minutes, parce que c'est les recommandations, 3 à 5 fois par semaine. Intensité modérée, c'est-à-dire vous êtes capable de parler. Vous voyez, 20 à 30 minutes à chaque fois, en associant et de l'endurance. Vous augmentez votre fréquence cardiaque en associant un peu de renforcement musculaire. La marche nordique, c'est très bien, puisque vous faites un peu marcher les deux. Et en augmentant progressivement, si vous remettez à l'exercice, commencez par 1 fois par semaine, puis augmentez progressivement à 2 fois, à 3 fois. Gardez en tête que si vous êtes fatigué, si vous êtes douloureux, si ce n'est pas possible de maintenir une séance habituelle, même 5 minutes, 10 minutes, c'est déjà bien. C'est plus compliqué d'arrêter parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous avez une douleur, parce que vous avez une petite infection, vous vous arrêtez pendant 2 semaines, 3 semaines. C'est compliqué généralement après de s'y remettre. C'est plus facile de diminuer l'intensité, diminuer la durée, surtout diminuer la fréquence. Et après, c'est plus simple de s'y remettre. Donc gardez en tête que bouger, c'est possible à tout âge, et même à petite dose. Et je crois que je suis pile poil à 11h. Merci à vous. Une question. On a le temps des questions ? Bonjour. Alors, au mois d'août, j'étais à Champirol. J'ai fait j'allais 3 fois par semaine pour faire des activités physiques. Et quand j'ai commencé, j'ai fait le test à l'effort sur le vélo. Alors, j'avais le 6-2 le mai. C'est ce que j'ai pas compris, le mai, qu'est-ce que ça voulait dire. Après, 1 mois après, quand j'ai terminé, je suis monté à 6-9. Alors, ils m'ont dit que c'est bien, mais il faut continuer. C'est pour ça que je me suis réinscrit dans une salle de sport. Et je fais des activités 3-4 fois par semaine minimum. Plus de la marche nordique. Donc, le MET. Alors, on n'avait pas prévu ça, mais j'avais prévu une diapo en plus, et c'est justement celle d'après. Non, on ne se connaissait pas. Alors, le MET, alors, vous avez vu, en fait, dans toutes les graphes que je vous ai montrées, en effet, c'est en mètres. En fait, c'est l'unité communément utilisée aujourd'hui pour quantifier l'intensité de l'exercice. Pour quantifier une distance, vous utilisez le mètre. Pour quantifier un poids, on utilise le gramme, le kilogramme. Pour quantifier une activité physique, on utilise le mètre. De façon générale, quand on est au repos, on est à 1 mètre. C'est le métabolisme de base. Donc là, vous êtes au repos, vous m'écoutez, vous êtes entre 1 et 1,2 mètres. Il y a votre tube digestif qui fonctionne, il y a vos neurones qui fonctionnent. De façon générale, quand vous marchez à 3 km/h, vous êtes à 3 mètres. Vous courez à 8 km/h, vous êtes à 8 mètres. Vous courez à 15 km/h, vous êtes à 15 mètres. Vous voyez, chaque activité physique a une correspondance en fonction de son intensité. On considère que l'intensité est modérée à partir de 3 mètres. Donc en gros, les recommandations ne concernent exclusivement que les activités physiques d'au moins 3 mètres. De 3 à 5,9 mètres, c'est de l'activité modérée, c'est de la marche rapide.
À partir de 6 mètres, on est dans le sport. Donc quand on préconise une activité sportive, le sport, c'est à partir de 6 mètres. Donc si on revient sur les diapos de tout à l'heure, là, je ne sais pas si j'ai le temps, mais en gros, les premières diapos que je vous ai montrées, donc vous voyez ici, marche rapide, donc là ça concerne une intensité de 3 mètres au moins, 3 à 5,9 mètres. La marche, on est à moins de 3 mètres, là on est à 1,5, 2,9 mètres. Donc il y a 3 intensités. 3 intensités, entre 1,5 et 2,9 mètres, c'est l'intensité légère, donc c'est la marche à votre rythme. De 3 à 5,9 mètres, c'est la marche rapide, l'intensité modérée. Et à partir de 6 mètres, c'est le sport. Donc, quand on fait une activité sportive, on est à plus de 6 mètres. Donc vous étiez à 5... D'accord, donc... Ok, donc équivalent à une intensité qu'on peut faire sur un vélo. Donc c'est une bonne intensité, ouais. En watts, ça doit correspondre à un peu plus de 100 watts. Donc c'est bien. Et puis en plus, on peut voir qu'après, vous avez fait quoi, 1 mois au Clos-Champirol ? Donc après 1 mois, vous avez quand même gagné en termes de performance, quoi. 21 séances. Donc vous avez gagné en termes de performance. On vous aurait mis le masque pour mesurer votre VO2 max, votre capacité physique. On aurait vu une ascension, une augmentation également de votre activité physique. Et ce que vous dites, c'est important parce que du coup, vous dites, pour maintenir ce niveau, je continue. Et c'est ce qui est difficile aussi à faire passer comme message. Parce que souvent, dans les services de rééducation, on arrive à avoir des résultats super intéressants. En post-infarctus, après la pose d'une prothèse de hanche, chez des patients qui ont des maladies chroniques. Très souvent, c'est facile parce que vous arrivez dans un centre de rééducation, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des kinés, il y a des coachs, vous êtes super encadrés, vous êtes très coucounés. Mais après, c'est l'après. C'est là où c'est difficile. Vous rentrez chez vous, vous dites, mince, en effet, c'était bien, mais comment je continue, quoi. Donc, c'est important de faire cette démarche, de se dire, bon, allez, j'étais à 3 fois par semaine au clos, il faut que je continue, allez, je me débrouille pour aller 3 fois par semaine dans une association, dans un club sport santé, qui fait de l'athlé, qui propose de la marche rapide, et ça c'est pas mal, que vous ayez quelque chose de planifié par semaine, et puis aussi il y a l'effet groupe qu'on a aussi dans les centres de rééducation qui est aussi intéressant de retrouver en dehors. Il y a d'autres questions ? Oui, je prends des bêta-bloquants et j'aimerais savoir comment je peux calculer ma fréquence cardiaque maximale. Alors, donc les bêta-bloquants, c'est un traitement pour ralentir le cœur. Donc en gros, c'est un traitement pour économiser le cœur. On part du principe que le cœur il est fatigué, donc on prend des bêta-bloquants. Pour la tension, ok. Donc mais du coup, ça a aussi un effet. Alors on vous l'a mis pour la tension, mais le problème c'est que ça a aussi un effet sur la fréquence cardiaque. Donc ça diminue la fréquence cardiaque. De façon générale, quand on prend un bêta-bloquant, il est impossible de monter à 100% de sa fréquence cardiaque maximale théorique. On ne peut pas, parce que vous avez un bêta-bloquant. Donc généralement, on monte à 80%. 80%. Donc en gros, il faut tout calculer en fonction de ce 80%. Vous, votre 100% de fréquence cardiaque, votre 220 moins l'âge, il faut le diminuer de 80%. Donc il faut tout diminuer de 80%. De façon plus pratique et plus objective, il faudrait faire une épreuve d'effort. Donc si vous faites une épreuve d'effort sous bêta-bloquant, il ne faudra pas arrêter bêta-bloquant. Vous faites l'épreuve d'effort sous bêta-bloquant, et là on vous donnera votre fréquence cardiaque d'entraînement, on regardera à combien vous montez. Donc c'est le seul examen sur vélo qui pourrait permettre de répondre à cette question. Ouais, vous regardez, vous allez sur le site CHU Saint-Étienne, médecine du sport, et vous appelez au secrétariat. Oui, mais ils veulent une lettre du généraliste. Eh bien, soit vous demandez au généraliste, soit vous passez comme ça. Vous dites que le docteur Hupin vous a dit que vous pouviez appeler et que vous pouvez venir. Donc il n'y aura pas de souci. Il y a d'autres questions ? La marche rapide ou normale, activité simple, est-ce qu'il faut monter, il y a des dénivelés ou c'est carrément sur le plat? Alors, ici, ça va être difficile d'être sur le plat dans l'environnement où on est. C'est un peu... Ce qui est intéressant pour le cœur, c'est le fractionné. Et donc, rien de mieux que de la marche rapide
rien de mieux que de la marche rapide avec un peu d'ascension, quoi. Donc en fait, ça serait l'équivalent de faire du fractionné. Quand vous faites de la marche rapide, l'idée c'est de garder le même rythme, même quand vous montez. Comme ça vous fait une bonne séance de fractionné. Donc vous êtes au même rythme, vous êtes assez tranquille à plat, et là vous montez, vous gardez la même intensité, et donc ça vous fait une séance un peu de fractionné, sans devoir augmenter l'intensité, mais vous gardez le même rythme sur une pente qui monte un peu. Donc c'est toujours mieux, ouais. C'est toujours mieux de faire varier, quoi. De faire varier pour le cœur. Quand le cœur il augmente, il diminue, il diminue sa fréquence cardiaque, c'est toujours mieux. Ok, on va s'arrêter là. Allez, merci à vous. Max power, I'm about to go bigger and better. If I ever lose, set it on faster than ever. If I ever lose, set it on bigger and better. Hitting all of those that come bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum.